Citadel, l'émission gaming et technologie de Redline Radio. Mais quel plaisir de se retrouver autour de cette grande table. Et c'est un petit peu une habitude comme ça qu'on a chez Citadel. Bien sûr, notre réalisateur toujours présent, Monsieur Andrea, et la fine équipe de Citadel, bien sûr, Munchkin et Yo-Yo. J'espère que vous allez bien, les copains. On va être galants, Monsieur Munchkin. Yo-Yo, comment vas-tu bien ? Mais bien, et toi ? Mais super bien, on sort d'une merveilleuse émission, ça parle un petit peu lecture, on sait que le lundi c'est plutôt la journée littéraire et après c'est les jeux vidéo, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Et toi mon Munchkin, comment vas-tu bien ? Mais écoute, ça va très très bien, je reviens de la Saint-Martin le week-end passé, du coup j'ai assez mangé pour la semaine. On a joie ? Ouais, exactement, très bien. À Courgenay. Ah, joli, ouais, effectivement, le Jura a vécu une période un petit peu mouvementée suite à un événement la semaine passée. On espère que tout va bien. En tout cas, pour ça, je le disais, Citadel, émission gaming, jeux vidéo. Alors, je ne sais pas lequel va commencer. C'est Monsieur Munchkin. Donc, à toi la parole. Bonsoir. En tout cas, bienvenue à nos chers gameuses et gamers qui nous entendent à travers la radio ou depuis notre chaîne Twitch. Je vous rappelle que vous pouvez nous voir en live, chatter avec nous, nous poser des questions. Donc n'hésitez pas à le faire, j'ai les yeux rivés sur les chats. Je suis bien entendu accompagné de mon player 2 favori, Yo-Yo. Yeah. J'espère que, comme tu l'as dit, je crois que tout va bien, donc heureusement. Mais toujours pour venir avec toi ici et puis faire nos petites émissions, nos petits trésors, tu vois. Notre petit lundi. Oui, notre petit lundi. Et pour réchauffer ce début de mois rudement froid, nous avons le plaisir, l'honneur d'accueillir deux membres de l'association Gaming Federation, Nils et Sébastien. Comment allez-vous ce lundi soir ? Bien, merci. Bien, merci. Je crois que ton retour micro est beaucoup trop bas. Il faudrait peut-être augmenter. J'ai plus de retour dans le casque non plus depuis tout à l'heure. Donc Oups. Voilà. C'est beaucoup mieux. Salut. J'existe. Parfait. Et puis du coup, mon cher Stéphane, comment vas-tu ? J'ai eu peur, je me suis dit, est-ce que j'ai pris la place de quelqu'un ? Je suis devenu Sébastien maintenant, qui est un classique. Oui, je vais bien, merci et toi-même ? Écoute, ça va super bien. Parfait. Nous sommes ravis de vous avoir sur le plateau et nous avons hâte du coup de vous cuisiner avec plein de petites questions. Mais avant, nous allons parler studio, événements et tournois de jeux vidéo en Suisse. On balance le jingle. Je l'ai perdu. Attends, c'est juste, j'étais. Ah oui, il est là. Citadel, l'émission gaming et technologie de Redline Radio. Nous allons donc commencer avec des nouvelles de la part des studios helvétiques. Et c'est Early Coffee Games qui ouvre le bal. Studio indépendant suisse, ils travaillent sur leur jeu principal Hermit, An Underwater Tale. Donc c'est un roguelike. Pour ceux qui ne connaissent pas les roguelikes, c'est un jeu où on meurt régulièrement, mais on s'améliore à chaque défaite. Et du coup, avec le temps, on devient de plus en plus fort et on arrive à tenir plus longtemps. Du coup, on incarnera un Bernard l'ermite qui doit adapter sa coquille pour survivre face aux différents ennemis. Mais ce n'est pas le sujet de la conversation parce que, certes, ce projet intéressant et qu'elle a très drôle de Early Coffee Game n'est pas l'intérêt principal. Je voulais surtout mettre la lumière sur le fait qu'il participe actuellement à l'exposition À toute vitesse, Tinguely et le sport automobile. Une exposition qui est présente à l'espace Jean Tinguely du 24 septembre au 26 juin 2022. Donc ça fait déjà un petit moment qu'elle est en exposition. L'artiste avait peint 2 sidecars et des tenues de course automobile, donc des couleurs très funky, des taches de couleurs dans tous les sens, et c'était assez rigolo à voir. Et c'est en se basant sur ces œuvres que le studio a développé un jeu de course où les joueurs peignent des toiles à travers des courses de voitures. Donc il y a 15 maps, qui sont à chaque fois, on fait que 3 courses sur 3 maps différentes, mais du coup ces 3 maps sont aléatoires sur les 15, et à chaque fois il y a une couleur différente, et du coup le résultat final c'est une énorme toile avec plein de traits de peinture dans tous les sens. Sachant que chaque explosion, impact ou destruction de décor tâche le sol et les voitures. Tu dois un peu... C'est comme Splatoon où tu dois recouvrir le plus de... C'est totalement la même chose. D'accord, ok. C'est vraiment la même chose. Non, je crois que tu disais, il y a cette partie œuvre d'art finalement. Que dans Splatoon où c'est juste tu recouvres. Oui, là, il y a un côté artistique finalement qui ressort de l'œuvre. Et d'ailleurs, vous pouvez trouver la page Twitter de l'exposition qui s'appelle Chroma Game. Maintenant, excusez-moi, j'ai un blanc. Et vous pouvez par contre la retrouver relativement facilement.
Et dessus, vous avez du coup toutes les œuvres qui sont publiées automatiquement par, c'est cool, ça. par l'exposition. Faire de l'art avec du jeu vidéo, c'est pas incroyable. C'est hérésie. Est-ce que C'est- tu Non, peux c'est- garder après ta toile? Ah, je sais pas. Ah, voilà, Très bonne ça question. s'appelle Chromatic Racing sur Twitter. Vous Tu pouvez peux mettre trouver. un NFT dessus, puis tu Et peux la vendre. et c'est- puis- C'est ça. Grave. T'as pas des millions avec. Oui, c'est une œuvre originale. mais- Est-ce que pour une fois, on ne pourrait pas lier le jeu vidéo et l'argent autrement, s'il vous plaît, monsieur? Mais du coup, je vous invite à aller déjà à visiter l'exposition parce que ça vaudrait la peine, mais aussi à féliciter le studio Early Coffee Game parce que c'est très très chouette comme idée, mais aussi à aller visiter la page la page Twitter de l'exposition pour voir les œuvres parce qu'elles sont vraiment très chouettes et colorées. Donc voilà. Mais on va pas parler que de ce studio aujourd'hui, on va également parler d'un autre studio très sympathique qui s'appelle 5 AM Games. Donc les jeux de 5h du matin, non, de l'après-midi en fait, 5h de l'après-midi. Petit studio composé de 3 femmes, situé à Zurich. Elles travaillent sur leur premier jeu, Letters, A Return Adventure. Donc c'est un jeu où vous suivez la vie de Sarah, une fille timide qui ne trouve pas toujours ses mots pour s'exprimer. Et c'est à travers des lettres, des chats, des photos que vous allez retracer sa vie, prendre des décisions et l'accompagner jusqu'à sa vie de jeune adulte. Donc chaque décision aura un impact sur l'histoire et forcément forgera sa personnalité finale. Et l'aventure est assez unique car elle joue vraiment sur l'utilisation des mots pour avancer dans l'histoire et le style graphique donne l'impression que l'intégralité du jeu est dessinée à la main. Donc ça vaut la peine de jeter un coup d'œil, c'est très très joli. Donc ce beau projet mérite à mon avis l'attention. En plus, la démo est actuellement disponible, vous pouvez déjà tester le jeu et vous pouvez aussi la mettre en wishlist sur Steam. J'ai eu l'occasion de voir des images de ce jeu et franchement, c'est super novateur et ça a l'air vraiment très bonne facture. Le niveau et la façon dont les niveaux sont faits, de devoir à chaque fois prendre des mots pour faire des objets et tout, c'est quelque chose de très intéressant. Vraiment, je le recommande et j'encourage tous les gens à les regarder parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir et ça a l'air très 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 frais comme réalisation. Donc pour rappeler, c'est Letters, donc vraiment lettres, A Return Adventure, développé par 5 AM Games. Mais sinon, partons un peu des studios indépendants et allons aborder quelques événements qui ont eu lieu ou qui vont arriver prochainement. Est-ce que vous connaissez par hasard les Game Awards? Pour les hérétiques au fond d'une grotte, ce sont les Oscars du jeu vidéo. Voilà, nous aussi, on a le droit à notre cérémonie, notre événement annuel. Puis du coup, à l'image du concours de films, il est également divisé en différentes catégories. Et puis, du coup, j'ai le plaisir de vous informer que la Suisse a également son propre Game Award. Ça s'appelle la Swiss Game Award et c'est organisé par la Swiss Game Developer Association, donc SGDA pour les intimes. Et la cérémonie a eu lieu le 12 novembre, donc c'était vendredi passé. Et nous avons le plaisir d'avoir du coup 4 gagnants, sachant qu'il y a eu 4 catégories et beaucoup de nominés. Donc, nommé pour le prix du meilleur divertissement, Moondown du studio Hidden Field à Lucerne. Je savais que ça allait te parler. Donc, J'étais sûr que ça allait te parler. Ouais, il est hyper bien. T'as touché au jeu? Ouais, je l'ai fait, il est super bien. C'est vrai? Ouais. Bah, Il faut un peu accepter que ça bug un petit peu. Et puis, t'as des énigmes qui sont un peu légères des fois. Okay. Mais l'ambiance est incroyable. Et c'est tellement cool de jouer à un jeu vidéo dans un univers que tu connais. Les Alpes, on les connaît. Oui. Et là, tu es dans l'univers des Alpes et c'est génial. Moi, j'ai adoré ce jeu. Justement, ce que j'ai découvert, c'est que c'était un jeu qui était développé par une seule personne. Ouais. Et il a tout fait à la main. Tous les décors sont faits à la main. Ouais. Non, le type, apparemment, c'est une machine. Il a créé le studio, mais en fait, il est tout seul dedans. Donc, j'ai découvert ça avec étonnement. Je conseille même d'aller voir son artbook parce qu'il l'a mis au fait en libre accès sur le site internet et puis on voit tous ses croquis. Ouais. Ah ouais? Ok. Ouais, hyper bon cool. à savoir, il y a un artbook à la regarder. Et ce qui est hyper cool aussi, c'est que le jeu entier est en romanche. Et ouais? Ouais, c'est génial. Non, il a traduit en romanche. Ouais, et en fait, ça se passe dans les Grisons. Et quand tu vas sur la page Steam du jeu, t'as des gens qui pètent un plomb puis qui disent mais c'est quoi ce langage que vous avez inventé pour le jeu? Non. Incroyable. J'adore. Sachant que moi j'avoue que j'y ai pas touché malheureusement, j'aurais bien y touché. C'est vrai que quand j'ai vu les prix, déjà il y en avait 3 sur 4 que je connaissais pas, donc il faut vraiment que je m'y mette. Sinon, nommé pour le prix du meilleur Serious Game, Democratia de Blind Flug Studios à Zurich. Donc celui-là, j'ai pas non plus regardé, j'avoue, j'ai pas joué au jeu non plus.
Donc il a gagné le prix du Serious Game. Serious Game, donc on appelle ça jeu sérieux. C'est concrètement des jeux, disons, je dirais pas à but pédagogique, mais qui ont, disons, une recherche derrière qui est un peu plus profonde que juste du divertissement. C'est vraiment, il y a un but des fois ludique, pédagogique, ou alors c'est vraiment juste du message ou de la réflexion philosophique. Donc ils ont gagné le prix. Ouais, et je crois qu'ils l'ont beaucoup mis à jour parce qu'au début, moi j'y avais joué au tout début et tu avais tellement d'événements random que tu pouvais prendre des décisions puis tu avais l'impression que ça n'avait pas d'impact. Alors, le but du jeu, c'est justement de jouer sur les facteurs, de dire là je mets plus d'économie, plus de qu'est-ce qui se passe si j'accueille plus de ce genre de population, etc. Puis ça faisait vraiment random. Puis je crois que depuis, ils l'ont beaucoup mis à jour. Enfin, j'espère. J'espère. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils se sont basés sur une map qui fait île, mais en représentant la Suisse. Ah ouais, juste. Ah, ok. Ah. Trop bien. Donc là, c'est Genève. Tout au bout. Sinon, il y a eu le choix du public. C'est, je sais pas comment on prononce, mais je pense que c'est à l'italienne, donc Castello Visconteo. Ah, je connais pas. Et c'est de Stelex Software qui est tessinois. Donc le jeu est un jeu, disons, un but. C'était vraiment pour présenter une sorte de modèle 3D d'un lieu historique ou tessin. Ils ont vraiment tout reconstitué, puis il y a une histoire dedans avec vraiment des énigmes. Ça a l'air vraiment chouette à jouer. Ils ont gagné du coup le prix du public. Et sinon, le prix pour les meilleurs effets visuels, c'est Towaga du studio Sunnyside Game à Lausanne. Donc, on a un studio qui est d'ailleurs pas très loin d'ici, il me semble. Il est au flanc. Voilà, il est au fond, donc on n'est pas très loin de... Notre studio n'est pas loin du leur. Exactement. Donc, et voilà. ils ont clairement des animations d'une qualité mais hallucinante. Le Towaga, il était sorti sur mobile d'abord, et puis il souffrait d'un peu des contrôles tactiles qui faisaient que tu cachais le jeu avec tes pouces, et que du coup tu perdais un peu le feeling. La beauté, quoi. Puis là, ils l'ont sorti sur Switch, et visiblement ils ont corrigé ça, mais de base, les animations sont juste incroyables. Là aussi, tu peux retrouver d'ailleurs des artbooks qui sont hyper impressionnantes. Je pense qu'ils pourraient faire un film avec ce genre d'animation, mais là, elles sont encore mieux exploitées dans un jeu. Il est vraiment bien. Towaga, il est vraiment cool. Ok, je vais aussi le télécharger parce que c'est vrai que c'est d'autres jeux que j'aimerais bien avoir dans ma ludothèque. Ouais. Mais je le recommande du coup plus sur Switch que sur mobile. Sur Switch. Ouais. Ok. Si moi, il me semblait bien qu'il était relativement vieux parce qu'il me semble qu'il y a déjà 3-4 ans, j'avais déjà entendu parler de ce jeu. Ouais, exact. Ok, je savais pas qu'il y a eu une adaptation. Ouais. Mais du coup, je vous invite à aller visiter le site de la Swiss Game Developer Association parce qu'il y a quand même les nominés, le reste des gens qui ont été nominés pour ces titres, ça reste des studios qui méritent d'être vus et découverts parce qu'il y a des sacrées pépites dans tous ces autres jeux. Donc je vous invite à aller les découvrir également. sgda.ch. sgda.ch, exactement. Sinon, je fais une promotion pour une autre émission. Il y a une nouvelle émission qui va voir le jour, qui est, je crois, actuellement en live ou qui a déjà fini, qui est entièrement dédiée à l'e-sport suisse romand. Ça s'appelle La Bourguignole. Et c'est Kyria, conseillère psy au Lausanne eSport, et Sekai, qui est animatrice chez RTS eSport. Enfin, RTS eSport qui, je crois, a déjà plus ou moins fermé ses portes pour l'instant. Ouais. En tout cas, elle était animatrice là-bas. Elles seront du coup les présentatrices de l'émission. Et c'est sur esport.ch, donc ils ont notre grosse chaîne de e-sport en Suisse. Ils ont du coup lancé l'émission qui est exclusivement suisse romande, donc c'est cool de voir aussi ce projet qui est à la base, disons, suisse-allemand, qui ouvre une chaîne vraiment dédiée pour nous. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Et c'est déjà fini, désolé, mais je sais que ça a commencé à 19h, donc peut-être qu'ils sont encore en live. Pour compléter un peu ces news e-sport, nous vous annonçons que la finale de la TCS e-sport League aura lieu le 28 novembre prochain. Donc, c'est une Rocket League, tout ça. Voilà, si vous êtes fan de foot, de voitures et de spectacles, nous vous invitons à aller découvrir ce tournoi de Rocket League. Car ce jeu, qui est relativement simple en soi, parce que c'est des petites voitures et en gros on fait du foot avec des voitures, il a la magie de pouvoir présenter des matchs vraiment impressionnants et spectaculaires. Quand on voit ce que font ces gens avec ces petites voitures télécommandées, c'est magique et ça donne des effets. Quand on pense, on peut faire des bicyclettes avec des voitures. C'est magique. Franchement, ça vaut la peine d'aller regarder. Si vous n'avez jamais vu, allez juste regarder des matchs sur internet. Vous allez voir, c'est dingue. C'est vraiment impressionnant.
En plus, je trouve que c'est un jeu qui favorise l'accès à l'e-sport, justement, parce que c'est un jeu que tu peux comprendre assez facilement. C'est vrai. Et par rapport à des CSGO ou des League of Legends qui peuvent être très complexes, là, comme tu l'as très bien résumé, finalement, c'est des voitures, il y a un ballon, il faut le mettre dans les buts. Donc c'est facile à comprendre pour tout le monde, donc c'est un double accès facile, et pour les jeux vidéo et pour l'e-sport. Puis c'est ce qui est dingue, c'est que c'est comme on dit, c'est un jeu, c'est facile à jouer mais difficile à maîtriser. Ouais, à fond. Tu disais que les parties sont intéressantes à regarder, pas si c'est nous qui jouons. Hein. Ouais. Oui, là je parle des niveaux de tournoi. Hein. Oui, si on regardait juste des mecs dans un salon, ça va pas donner grand chose. Mais certes. Du coup, c'était mon petit tour des actualités. Je crois que j'ai fait j'ai fait le tour complet. Donc maintenant, je vais donner la parole à ma chère co-présentatrice, Yo-Yo. Je te donne le micro. Mais oui, mais pour la petite histoire, on a comment demandé à nos invités au fait de nous dire les jeux qu'ils aimaient bien. Donc là, j'ai pris 2 références. Donc on nous a dit, Munchkin a dit, Age of Empires, c'est pour qui? Non, c'est pour moi. Celui Je qui sais pas essaye de de là. sortir du décor. Non, c'est pas moi. Et Prince of Persia. Ouais. Nils. D'accord. Age of Empires. J'aurais dit le contraire. Pourquoi? Ou alors ça. Je sais pas pourquoi j'aurais dit le contraire. Mais du coup, j'ai 2-3 petites questions à vous poser. On va voir si vous êtes vraiment calé au fait sur le jeu. Je vois le stress monter. J'adore ça. Alors, au cas où, juste une petite information, l'émission actuellement, Les Bourguignonnes, n'est pas encore finie. Donc si vous voulez aller regarder l'autre émission en même temps, Ou si vous Vous êtes voulez invité. m'écouter en même temps, ce serait sympa. Je vous fais une Restez voix trop d'abord. gentille. au cas Restez où. ici, restez connectés. Donc, Age of Empires, date de sortie. Le tout premier. Ouh, Difficile, ça ramène je à devais vieux. être un hein. enfant, un jeune enfant, je sais pas 97. Yes, trop ouf. T'as regardé avant. hein. Non. Non. Alors, en fait, ce qui se passe, Non, non. c'est quand on m'a posé la question de quel était mon jeu préféré, j'ai un peu réfléchi et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Il y a tellement de choses qui peuvent être mises en avant. Mhm. Et puis c'est vrai que ce jeu, j'ai beaucoup de souvenirs avec, et du coup, en regardant un petit peu les premières versions, etc., j'ai dû voir ce chiffre il y a pas si longtemps que ça. Je pense qu'il y a quelques semaines, j'aurais été emprunté de dire quand il était sorti, effectivement. En fait, la chose que j'aime bien, c'est que quand on demande ce qu'on a bien aimé, on va direct au fait dans ce qui nous a un peu touché ou qui nous rend un peu nostalgique. Donc moi, j'adore tout ce qui est rétro gaming et justement, on parle tout le temps des nouveautés, des nouveaux trucs qu'on arriverait à faire et puis on veut toujours tout améliorer au mieux, mais les anciens jeux, ça reste quand même un peu, hein, ça reste ancré. Ouais. Du coup, pour la date de Prince of Persia, Je crois que c'est 83. nope, Non? presque. Ok. 80, tu dis? Ouais. Bienvenue dans le canton de Vaud, 89. Non, je représente. Bon, presque 10 années de différence, mais Ouais. pour ok. la petite histoire aussi, pour Age of Empires, bon, jeu stratégie en temps réel. Déroulement dans contexte historique. Oui. Dans lequel Ça dépend quelle version, mais en principe, c'est le Moyen-Âge. Ouais, Moyen-Âge. Donc j'ai regardé un peu. Il situe ça entre 5000 avant Jésus-Christ et 800 après. Donc l'âge de pierre à l'âge de fer pour bâtir un empire. Ouais. Ça colle assez bien. Moi, j'ai jamais vraiment croché sur Age of Empires, mais j'ai trouvé cool de savoir que à l'époque, les jeux de stratégie en temps réel, ils étaient tous basés sur un univers médiéval fantastique ou de science-fiction. Donc c'est un des premiers qui avait un contexte historique qui permettait de se démarquer des concurrents. Donc j'ai trouvé hyper intéressant. Ils se sont lancés sur le truc et puis ils se sont dit allez, on y va, parce que si on va toujours dans le même sens que les autres, on va jamais se démarquer. Puis ils ont eu raison, parce qu'ils ont eu énormément de succès. Du coup, ils ont fait quand même plusieurs jeux, ils les ont réédités, ils les ont même changés assez bien. hein. Et puis le dernier sur Xbox qui est sorti dernièrement, du coup le 28/10, je suis allée voir un peu le gameplay, ça a l'air super intéressant, donc peut-être que je vais même m'y mettre, franchement, j'aurais pas pensé. Pourquoi pas, sous forme de Tower Defense. Tu l'as déjà testé? J'y ai bien sûr déjà testé, je l'attendais avec impatience. Après les nombreuses rééditions, je disais, bon, ils nous revendent le même jeu en ayant modifié 3 pets de graphisme Ouais. qui me disaient pas plus que ça. Là, j'en ai entendu parler, je pense que ça doit faire bien 6 mois. Et donc ça fait plus ou moins 6 mois que je l'attends. J'essaye de pas attendre des jeux. Il y a bien assez de bons jeux qui sont sortis. Et du coup, je me dis autant jouer à ce qui est présent, mais ce genre de petites pépites qu'on attend, c'est un peu différent. Du coup, effectivement, je l'attendais avec impatience. J'y ai déjà joué. C'est toujours du jeu de stratégie en temps réel. Et effectivement, là, sur ordinateur, on se fait bien plaisir. Il est bien sympa. Et en fait, je sais pas si tu vas en parler après, mais ce qui
est différent par rapport aux autres, parce que dans les mécanismes, c'est assez similaire par rapport même au premier, au deuxième, au troisième, ils ont pris ce qui marchait bien, sans innover beaucoup. Ils ont innové en fait dans ce qui se passe à côté. La campagne, ils ont fait des vidéos de châteaux, de différents endroits, de personnes qui utilisent des arbalètes, des trébuchets et autres. Et puis en fait, vraiment, ça rajoute une plus-value. Il y a des documentaires au début de chaque et ils expliquent ce qu'on va utiliser. Et ça, c'est vraiment très cool. C'est vraiment très cool. Et c'est vrai que pour moi, c'est un peu la plus-value de cet épisode-là, c'est de vraiment pouvoir montrer l'histoire autrement. Et c'est vrai que moi, j'ai adoré. Permet peut-être aussi de s'immerger un peu plus dans le jeu, hein, parce qu'au final, si on n'a pas trop de cinématiques, tu fais que de jouer, puis tu fais tes trucs, et puis tu te mets pas vraiment dedans aussi émotionnellement. Complètement. Mais là, ils sont même allés plus loin parce que dans les premiers, c'était rigolo. On avait, par exemple, on incarnait les Français ou les Espagnols et puis ils disaient si, señor. Et en fait, c'est pas du tout une langue d'époque et ça n'a aucun rapport. Et c'est un peu là, genre. Et là, ils ont en fait, par exemple, les Français, quand ils parlent, c'est du latin. Et c'est assez intéressant. Ils ont poussé le vice. Les musiques aussi, en règle générale, c'est des musiques d'époque. C'est des musiques qui sont vraiment. Qui t'immergent plus. Donc, effectivement, ils ont bien travaillé l'immersion et c'est, je trouve, une réussite. Tu vois, grâce à toi, je vais aller tester. Je sais pas si Bunchkin, toi... Alors, moi, j'essaye désespérément de l'installer. C'est un jeu avant le jeu. Autre problème, ça. Hein. J'ai un problème avec mon compte Xbox. Il ne me laisse pas l'installer sur mon PC. Du coup, je suis extrêmement frustré. Il faut être indulgent, c'est un petit éditeur. Oui, bien sûr. Du coup, j'attends avec impatience de pouvoir mettre mes mains dessus. Mais j'allais demander, est-ce que Populous, ça vous parle un peu ? Ouais. Est-ce qu'on pense que c'est un peu les mêmes origines ? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un rapport ou pas plus que ça ? Enfin, Populous, donc c'est un très vieux jeu. Genre, pour moi, c'est un des premiers mais là, c'est plutôt un God mode dans le sens où on gérait carrément un peuple, mais c'était la météo, l'agriculture et tout ça. Et pour moi, ça me rappelle un peu cette gestion de gens. Ça me dit quelque chose. Mais c'est le premier jeu de Peter Molineux. Oui, qui justement a lancé un peu il n'y avait pas de STR à l'époque, justement. Ouais. Et à mon avis, ils ont dû s'en inspirer. Alors je sais qu'il y a Dune qui a posé un peu les bases du STR, mais ouais, Populous, je pense qu'il y a un truc un peu, en tout cas au niveau de la progression de la population. Oui, voilà, c'est un peu les époques, les ères que tu traverses. Pour moi, ça me rappelle vachement ça. J'ai l'impression que Age of Empires, c'est peut-être basé là-dessus, mais comme tu dis, beaucoup d'STR sont basés là-dessus parce que ça n'existait pas avant. C'est vrai que c'était un des premiers du genre. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que si tu tapes juste sur Google, car Google est ton ami, tu vas directement tomber sur plein de forums où au fait il y a des combats pas possibles pour savoir si c'est Populous, excusez-moi, ou Age of Empires qui est mieux. Donc lequel est le meilleur jeu ? Donc c'est marqué des Eternal Struggle. Donc assez ouf. J'irai lire juste pour moi propre. Vous avez vu le dernier Populous ? Il est pas sorti. Je crois que le combat est clos. Bon, tous ceux qui disaient que Populous c'était le meilleur, tu peux aller vite mettre un commentaire, tu sais, sur tous ces forums. Vous avez vu Populous ? Non, il est pas sorti. Pour revenir à Prince of Persia, jeu action, réflexion, dimension, action, aventure, il a vachement évolué aussi depuis 1989. Ouais. À savoir que, pour la petite histoire, vu qu'on regarde toujours juste les textures, les persos, les PNJ, comment ils sont faits et tout, c'est un seul mec qui a créé tout le jeu. Ouais. Tu savais ça ? Ah ouais, pire cool. Ça, c'est de la passion. Jordan Mechner, qui s'occupe seul du gameplay, du graphisme et de la programmation, il a également aussi produit Karateka, tout seul, de A à Z. Bon, apparemment, il y a sa famille qui a aidé pour tout ce qui est musique. Je trouvais super intéressant de voir que tout seul, il a créé ça, quoi. Génial, chapeau bas. Sur support micro-ordinateur 8 bits Apple II, est-ce qu'il y en a qui ont même testé ? J'ai vu une image, c'est un truc what the fuck, j'ai même pas compris. Ouais. Toi, t'as un point d'interrogation sur la tête. Mais c'est pas un truc qui ressemblait, genre, j'allais dire, à la Commodore 64, mais encore avant. Ouais, exactement. Pas loin. Un truc où tu te dis, waouh, j'ai jamais vu ça, alors que normalement, tu vois quand même pas mal de supports anciens. Mais celui-là, franchement, si tu peux l'avoir dans les mains une fois, j'aimerais bien que tu l'amènes. J'avoue que je vous cache pas que j'avais essayé en fait de trouver vos jeux de version originale pour vous les amener en main propre. Et autant Age of Empires, je l'avais, c'était pas trop un problème. Mais Prince of Persia, l'original justement sur Windows 3.1,
impossible. Enfin, si, c'est possible, mais déjà, les délais étaient trop courts. J'aurais dû le commander en Espagne ou aux États-Unis pour le trouver, mais effectivement, cette belle disquette qui aurait été incroyable à avoir dans les mains. Clairement. Ceci est un appel à l'aide. Si vous avez une disquette chez vous, Prince of Persia, merci de contacter Redline Radio. Ce serait super. Et donc ça veut dire parce qu'il n'a pas trouvé le tien, du coup moi je peux pas avoir le mien. C'est ça que j'ai compris. Ouais, du coup, j'ai pas pris les. C'est Je moi voulais qui ai pas pris faire une un disquette sur ce jaloux. coup. Vous avez des anciens jeux dans votre grenier, contactez-nous. On verra avec la liste de Munchkin et le musée qu'il a si éventuellement quelque chose correspond. Vous en débarrasser ou peut-être faire même un échange. On peut s'arranger. Vous pouvez venir à la Citadelle. On peut faire pas mal de trucs. Donc ça peut être top. Suite 1993. Donc on a parlé de 89, 93. Premier opus en 3D. Ouais, c'est un peu le moment où c'est mezzo. Il y a une espèce de. Ouais, il y a un mezzo. Il y a l'effet Mario 64 peut-être. On se dit on va mettre de la 3D partout, puis en fait non. Ouais. Mauvaise critique, gros flop. Il a failli être abandonné, mais repris par Ubisoft Montréal. Et puis sortent les Sables du Temps. Ouais. Je sais pas faire l'accent québécois. Du coup, c'était nul. Et il y avait un truc. Quoi Attends, les Sables du Temps, c'était nul. Les sables. Non, l'accent. Oh non, j'ai failli me faire flinguer là. Non, wow. Et quand même. Non, attends. Prince of Persia, c'est un de mes préférés aussi. Les Sables du Temps, c'est bon. Non, jamais j'aurais osé dire un truc pareil. Pas comme pour Valhalla. On se comprend, c'était hors antenne. Bref. Il y avait un. Comment expliquer? D'ailleurs, Valhalla, Prince of Persia, il y a. On va y revenir. On va y revenir. Pardon. Il y a un truc dans ce jeu qui était très rare d'utilisation à cette époque. Et ça, je pose la question justement à vous trois. Il y a un truc dans le jeu qu'on n'utilisait presque pas à l'époque. La plupart du temps, les jeux étaient sans... Cette chose-là. Map. Si je vous fais des... J'aurais dit la santé, personnellement. Elle fait des cœurs. Ouais. Effectivement, je pense que j'ai raison. Oui, la jauge de vie, effectivement, avec les potions de vie, etc. Ouais, la jauge de vie. Prince of Persia, c'est un des premiers à avoir repris la jauge de vie. Ouais. Ok. C'est hyper intéressant. Ah ouais. Oui. Ok, trop drôle. Venait du jeu Dalton, donc Lucky Luke. Il mettait au fait la jauge de vie pour savoir quand est-ce que tu arrivais à flinguer Lucky Luke, alors que les Dalton avaient une jauge de vie beaucoup plus élevée que Lucky Luke. Donc c'était un peu pour... Le méchant devient le gentil devient un peu le méchant. Et maintenant, les barres de vie, elles sont toutes en rouge, généralement, ce qui n'est pas très logique, ou en bleu. Et à l'époque, elles étaient jaunes, elles devenaient noires. Pour la petite histoire que toi, tu vas aimer, Sony a plagié cette barre de Prince of Persia et a carrément porté plainte. Alors que eux, ils ont plagié la barre de vie. Ok, ils copient, après ils portent plainte contre ceux à qui ils ont copié. Ils portent plainte. Monde à l'envers. Nous laisser copier. Donc désolé Sony, j'étais obligée de le ressortir. Je sais que ça fait il y a longtemps, mais ça a quand même vachement choqué. Parce que même les histoires à chaque fois qu'il y a au niveau des plagiats et tout, j'ai l'impression que c'est toujours un peu pareil. Non, mais bon. Il y a culot et culot. Hein, parce que... Et puis du coup, t'as pas pu jouer au nouveau parce qu'ils l'ont reporté. Ouais, ils l'ont même annulé. Puis après, il y a une rumeur il y a eu un leaks l'année passée où il y a tout d'un coup des screens qui sont sortis. Ouais. Mais Mais il y a eu sur les 3 épisodes là avec les Sables du Temps, ils sont pas tous égaux. Mais surtout, vu que tu parlais de ce qui est innovant dans le premier Prince of Persia, il y a aussi justement tout le fait que tous les mouvements ont été calqués sur le frère du type qui l'a réalisé, dont le nom m'échappe maintenant. Il a filmé son frère qui faisait les animations pour ensuite les réanimer dans le jeu. Ça donnait ce réalisme où tous les mouvements du prince sont hyper réalistes. Et puis vu que la question qu'on nous a posée en introduction, enfin en préparant l'émission, c'était de savoir quel était le premier jeu qui nous a marqué. Parce que comme disait Stéphane, c'est hyper difficile de dire oui, mon meilleur jeu, il faut une soirée entière. Moi, et par rapport à ce que tu disais avant aussi sur les vieux jeux qui te marquent, il y a plein de jeux où quand tu y rejoues aujourd'hui, on est d'accord, tout d'un coup tu dis mais en fait c'était tout pourri. Puis en fait, ce qui est important, c'est le moment où tu y as joué, je trouve, et les gens avec qui tu y as joué. Et typiquement, le premier Prince of Persia, c'est un des premiers jeux où mon père nous a dit venez jouer avec moi. Et puis du coup on était sur ses genoux et puis on jouait avec lui. Et je trouve génial, tu vois, d'entrer dans le monde du jeu vidéo comme ça. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce jeu-là, parce que sinon c'est hyper compliqué.
Mais voilà, j'aimais bien ce que tu disais avant, justement, sur le fait que les vieux jeux, ça te marque. Il n'y a pas que le jeu, quoi. Ça te marque, et puis tu arrives à avoir l'image, au fait, au moment où tu as joué avec cette nostalgie. Je trouve ça tellement chou. J'ai vu, au fait, dans tes yeux, ces petites pépites. J'adore ces moments-là. Voilà. Sur bon vieux ordi, c'était Windows 3.1, superbe, quoi. Que ceux qui nous écoutent, au niveau de la tranche d'âge, dépend comment vous vous situez, vous n'allez pas voir ce que c'est. Voilà. Mais allez le googler, c'est cool. Mais du coup, on sait pourquoi tu as choisi Prince of Persia, mais du coup, Stéphane, pourquoi Age of Empires? Très bonne C'était question. aussi une relation charnelle avec le jeu C'est probablement. J'ai vraiment eu toujours une relation d'amour avec les jeux de stratégie. Je me rappellerai toujours des premières fois où j'ai accompagné mon père, était président d'un club d'informatique. Et puis, moi, j'étais assez jeune, comme tu en doutes, 97. Ceux qui font les calculs, j'avais 7 ans. Et j'étais pas encore tout à fait familiarisé avec ça, mais la possibilité de faire des jeux de stratégie au club informatique avec la possibilité de faire des LAN, etc., c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. J'adorais en fait l'accompagner et de pouvoir jouer. On jouait aussi à Red Alert. Et c'est vrai que ces jeux-là, ça a bercé mon enfance, parce que j'adorais faire ça. Et l'étape d'après, en fait, c'est que j'attendais à chaque fois avec impatience les Age of Empires, notamment aussi les Age of Mythology. Et puis, il y avait toujours eu ce moment où, des fois, on avait accompagné mon père. Il travaillait proche de Zurich. Et puis, en fait, trouver un Age of Empires à cette époque-là, quand j'étais enfant et dans Zurich, je trouvais que ça allait être extrêmement compliqué. Et finalement, en fait, à Zurich, où il y a des magasins avec des jeux en français, ce qui est complètement incroyable. Et du coup, j'ai réussi à trouver ce jeu-là. Et pour moi, c'est un peu cette Madeleine de Proust de me rappeler ce lien qu'il y avait et qui était, on se déplaçait, mais on trouvait quand même ces jeux ailleurs. Et ouais, voilà. Du coup, j'ai une petite question. Le jeu que vous détestez de cette époque-là. Pas toi aussi. Voilà, de cette époque. Non. Cette époque-là. Non. Attends, ça a froid comme ça. Attends, Je peux en donner un. Ouais. Kirby. Mais quoi, Kirby Dream Land, le tout premier sur NES, là. Ouais. Je supporte pas. Ça va, Je peux pas dire la pourquoi. musique, elle est chou. Ouais, non, je pense que c'est trop de plop plop et de ping ping et de. Ouais, je sais pas, il y a un truc qui me. Quand je le vois, au fait, ça m'irrisse. Moi, je me souviens que j'aimais pas Dr Mario. Ah ouais? Ouais. Mais je crois que parce que je comprenais pas le truc. J'étais trop dans le délire de Tetris. Puis je me dis, mais n'importe quoi. tu mets les cubes et ça marche n'importe pas. comment en plus. Le psychorigide, non, ça c'est pas droit et aligné. C'est ça. non, mais... Je connais, moi. C'est difficile, c'est très chaud, difficile. Hein. Autant qu'il y en a plusieurs, le jeu ou bien préféré, non justement, le jeu préféré nous a marqué, on s'en rappelle et c'est incroyable. Autant, en fait, je sais pas, quand j'ai des mauvais souvenirs, j'essaie de oublier, de s'effacer. Moi, je crois que j'en ai un. C'était une purge ce jeu. C'était le livre de la jungle sur Game Boy. Oh oui, je vois la ce que grosse tu veux brique dire. à 4 piles. Là. Il y avait un jeu là-dessus, le livre de la jungle, qui était impossible. Il était juste trop difficile. Où les hitbox étaient vraiment codés avec le cul, si je peux dire ça comme ça. Mais vraiment, t'arrivais sur un bord, t'étais sûr d'être arrivé. Nope, ça passait pas. Et c'était des trucs où tu mourais, tu recommençais. Je m'en souviens que j'avais ce jeu et j'y jouais parce que j'avais pas d'autres jeux dans l'immédiat. Horrible. J'avais pas de fun, juste de la souffrance. Ce jeu. Voilà, celui-là, j'ai pas aimé. Mais je l'ai toujours. Ah, t'as pas pété ta Game Boy, c'est déjà ça. Non, je l'ai gardé quand même. Bon, ça revenait un peu au risque de me faire lapider, ça revient un peu, excusez, au fait de des fois pas comprendre un jeu. Effectivement, les toutes premières fois que j'ai touché un Zelda, je comprenais pas ce qu'il fallait faire. Et en fait, je prenais le personnage et j'allais taper les buissons pour aller récupérer les diamants. Et mon frère, je pense qu'il devait pas être particulièrement content parce que c'était sa sauvegarde que j'utilisais pour faire ça. Bien sûr, j'avais pas de sauvegarde et que je subtilisais la Game Boy. Il fallait juste les rubis ou bien? Oui, exactement. Je tournais en rang et j'utilisais, je savais même pas vraiment trop comment changer les épées. Et du coup, effectivement, c'était un peu cette frustration d'être là. Ce jeu, apparemment, il est incroyable. Je le vois tout le temps jouer. Et moi, je suis là, mais c'est nul. C'est bon, on a compris. Jardiland. Link le jardinier. Fantastique. Du coup, t'as fini ta chronique, Oui. madame? Écoutez, je pense. Vu les jeux desquels on vient de parler. Ouais, si on c'est a clair que là, on sent nettement mieux.
Non, bah du coup, je pensais passer un peu au plat de résistance de notre émission. C'était un peu déjà savoir ce que vous faites ici. Je trouve que vous êtes On a vu de la lumière. Je sais pas. On s'est dit c'était cool. Ouais. Ah, il parle de jeux vidéo. Tu vois, vas-y. Allez. En fait, tu nous as invités. Je me suis dit, vas-y, je prends ma bibliothèque et le savoir avec moi. Du coup, je disais, Nice, t'as pas envie de venir? Non, bah alors, est-ce que je peux vous inviter un peu à vous présenter chacun et puis nous présenter l'association Gaming Federation par la suite, hein? Volontiers. J'ai envie de commencer. Merci. Oui, alors, donc moi je m'appelle Niels Weber. Je suis au civil, je suis psychologue, psychothérapeute et je suis spécialisé dans l'usage excessif des jeux vidéo. Donc je travaille avec les jeux vidéo en C'est thérapie. super intéressant du coup. Ouais, tout à fait. Et donc je suis dans Gaming Federation, qui est une association qu'on a montée en 2013, qui a pour but, pour faire le lien avec ce qu'on a dit juste avant, pour faire le lien entre des gens qui jouent et des gens qui ne jouent pas. Donc créer des opportunités pour que des gens qui jouent et qui ne jouent pas se retrouvent ensemble et puissent échanger et puissent discuter. Et sous-entendu, souvent, c'est les parents et leurs enfants. Et peut-être je te laisse te présenter avant que j'aille plus loin. Non, vas-y. Alors, moi, je suis Stéphane Rodriguez. Effectivement, j'ai aussi contribué à la fondation de cette association. Ce qui pourrait être intéressant, en fait, c'est de dire que on fait du jeu vidéo depuis pas mal avant ça. On s'est rencontrés dans une autre association. Et puis en 2013, on s'est dit, bon, cette fois, on lance un peu notre projet pour tout un tas de raisons qui ne sont pas forcément intéressantes à revenir maintenant. Mais c'est vrai qu'au final, on est un peu une grande famille. Et puis, c'est toujours un plaisir de voir le nombre de personnes qui faisaient partie du projet au début, qui pour la grande majorité font encore partie du projet 8 ans plus tard. Et puis, c'est vrai que de pouvoir faire des projets avec comme but la promotion du jeu vidéo et tout ce qui s'y rattache, c'est toujours un plaisir. Et là, justement, peut-être, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler après, mais on a aussi participé à un projet de Web TV qui s'appelle Pwn. Et puis là aussi, c'est l'idée de nouveau toujours de regrouper des passionnés et des gens qui ont envie de montrer leur passion et puis de faire, que ce soit des let's play, que ce soit des soirées où ils décortiquent de l'actualité aussi. On a un peu de tout. D'ailleurs, je crois qu'on a une émission après, plus tard, sur... c'est sur quel jeu? C'est sur Forza Horizon 5. C'est à 21h. Très très bon jeu. Ouais, mais très sympa. Ouais. Et du coup, effectivement, sur ce genre de choses, on a toujours trouvé de la motivation et l'envie de faire ça. Mais avant tout, je dirais quand même qu'on est une bonne bande de potes. Et puis, c'est vrai qu'on a toujours du plaisir à faire des choses ensemble. Et s'il y a des gens qui sont intéressés par ce qu'on fait et puis qu'on peut apporter le monde du jeu vidéo à eux, c'est toujours un plaisir. Du coup, actuellement, vous êtes combien dans l'association? Alors, on est un comité d'une 20aine de personnes, et puis après... c'est un sacré comité déjà. Ouais. Ok. Puis justement, Grande famille. Ouais, puis ça, on a toujours ouvert à de nouvelles candidatures. Puis après, t'as les gens qui rejoignent via les réseaux sociaux, etc. Donc, voilà, mais le cœur, c'est le noyau dur, merci, c'est une 20aine de personnes. Est-ce qu'il y a vraiment, dans le sens, est-ce qu'il y a un profil de gens que vous cherchez particulièrement, ou bien l'idée c'est on accueille tout le monde et ensemble on essaie de créer des projets? Ouais, c'est ça. Surtout en fait, si tu veux, Stéphane a raison de préciser que ça fait longtemps qu'on fait ça. Ça fait plus de 15 ans en fait qu'on existe dans l'événementiel jeu vidéo avec l'idée de promouvoir la culture du jeu vidéo. Puis qu'on a vu que progressivement, au début, il y avait quasiment que nous. Et plus progressivement, on a vu qu'il y a plein de structures qui ont apparu, et c'était encourageant parce qu'on s'est dit, mais justement, on voit que la culture du jeu, elle touche de plus en plus de public, mais on voit aussi que des fois, on réinvente la roue, et que justement, pour répondre à ta question, si parmi les auditeurs, il y a des gens qui ont des projets, et puis qui se disent, mais tiens, moi j'aimerais trop monter un événement autour de ça, qui s'approchent de nous, et nous on est toujours partants pour des nouvelles idées, des nouveaux projets, et puis vraiment toutes les ressources. Un soutien en plus. Ouais, exactement. C'est ça. Plutôt que de créer une nouvelle assoce, tu vois, de venir avec un projet, puis nous on met volontiers à disposition nos ressources, autant techniques, d'expérience que de ressources humaines. Ouais, c'est un bel appel du pied, mais c'est vrai que vraiment, nous on a la chance
comme on est là depuis longtemps, de connaître passablement de monde dans le monde du jeu vidéo. Et du coup, si quelqu'un a un projet et qui se dit mais par où commencer, en règle générale, nous, on va avoir les contacts, on va pouvoir créer ça, et puis on va avoir des gens motivés et qui vont pouvoir l'aider à créer une synergie autour du projet. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir aider des personnes qui ont des projets, qui ont envie de se lancer, quoi. Donc oui, effectivement. Donc pas de profil, pour répondre à ta question, pas de profil particulier, mais ouvert à tous les projets. Je dirais, si t'aimes le jeu vidéo, t'as le bienvenu. Ouais, exactement. C'est ça, ouais. Et puis, vous avez des projets maintenant futurs, des choses que vous allez développer, sur lesquelles vous travaillez, ou que vous voulez faire la promotion, ou bien... On a un grand projet qui nous tient particulièrement à cœur. Est-ce que tu parlerais pas de Game Hacker? Mais ouais, exactement. En fait, forcément, comme tout le monde, depuis la pandémie, on a mis en pause la plupart de nos événements. Avant, on avait des événements dans toute la Suisse romande. Puis là, depuis 2 ans, on fait plus grand-chose. Par contre, on avait vraiment... ça nous tenait à cœur de maintenir le lien. Et l'année passée, on a participé à l'opération Cœur à Cœur, qui est organisée par la RTS et la chaîne du Bonheur pour récolter des fonds. Et ça a super bien marché, on était hyper contents. Et du coup, on a décidé de le refaire cette année. Alors cette année, l'opération Cœur à Cœur n'a pas lieu. La RTS ne participe pas de cette manière-là. Mais nous, on s'est approché de la chaîne du Bonheur, puis on a dit qu'on était hyper motivés à relancer l'opération. Donc l'opération qui s'appelle Gamer Hacker. Et du 11 au 17 décembre, on a une semaine de streaming caritatif où on va essayer de récolter un maximum d'argent en faveur des enfants victimes de violences ici en Suisse et à l'étranger. L'année passée, on a récolté 3400 francs en quelques jours. Okay, donc l'objectif de cette année, c'est au moins de dépasser ça. Gros objectif quand même. Ouais. On était très surpris de récolter autant, du coup... Mais on va s'accrocher, puis on espère qu'on va y arriver. C'est ça. Donc ça, c'est un moyen donc ça va se passer principalement sur la chaîne Pond, mais il y aura des streamers d'autres chaînes aussi. On est en train de préparer le planning, ça sera annoncé dans les jours qui viennent, donc c'est un peu une exclue ce soir. Trop bien. Il y a JV Mag qui veut bien faire un peu de promo. C'est cool. Merci Armin. Merci, on salue Armin, Jérémy et toute l'équipe de JV Mag, qu'on apprécie beaucoup d'ailleurs. Ouais. Et donc du coup c'est l'occasion à la fois de créer un événement en ligne, mais aussi de montrer comment le jeu vidéo c'est aussi un média social bêtement, et que c'est aussi l'occasion justement de sensibiliser des joueurs, des fois des jeunes joueurs aussi, à des causes humanitaires ou caritatives. Et c'est vrai qu'en fait on a eu l'occasion de faire des événements, et le fait de faire ces streams caritatifs, c'est aussi une occasion pour nous de repasser des moments ensemble finalement. Ouais. Des fois on n'a pas le temps, quand tu as une vie professionnelle, on a pas mal de nos membres qui ont beaucoup de choses à faire, et de se dire voilà, cette semaine on se fixe un objectif, on fait un événement ou quelque chose comme ça, c'est l'occasion pour nous de se retrouver, de repasser un moment, et puis de faire comme un souper de famille en fait. et en mieux. où tu peux te fraguer. C'est ça. Non mais c'est vrai que je pensais vraiment aux événements auxquels on a participé, on se rend compte que cette synergie d'aider, etc., c'est sympa en fait. Ouais, sympa. à fond. Ouais. Et du coup, avec le nombre de gens que vous êtes, vous n'avez jamais voulu vous lancer dans le e-sport et puis monter une équipe ou avec Gaming Federation, c'est vachement... Il y a moyen de faire un nom de club. Hein. C'est marrant que tu poses la question. En fait, on a eu des parties un peu e-sport, mais la réalité, c'est que c'était plus des passionnés qui aimaient jouer, et on a fait, notamment avec Dany, un de nos membres fondateurs, exactement, et d'ailleurs Adnan, avec aussi André, avec aussi Anthony, on a fait des équipes de League of Legends, on a participé à des tournois, on a fait des pas trop mauvais résultats, mais c'était plus, pour nous, c'était plus une bande de potes qui faisions ça, on performe, mais on n'a jamais voulu cet esprit de compétition. Nous, c'était de passer un bon moment ensemble. Et dès le moment où tu fais une équipe e-sport, tu rentres quand même dans un monde compétitif où il y a un peu des enjeux différents, et on essaie un peu naturellement de pas trop se rapprocher à ça, parce qu'on voulait pas créer des structures où on dit ok, toi t'es pas assez performant, on ne veut plus, il faut qu'on te remplace, etc. Et ça, c'est la réalité d'une équipe e-sport, c'est qu'à un moment, si un joueur est pas assez compétitif, il faut le remplacer. Et nous, comme on est une équipe de potes, c'était un peu, on se donne des coups de main, on essaie de monter ensemble, etc. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais vraiment cherché à faire de l'e-sport plus que ça, parce qu'on veut rester une bande de potes avant tout, et c'est ça qui est important.
Et pour moi, l'e-sport fait partie de la culture du jeu vidéo, mais c'est un des aspects. Et on ne voulait pas non plus entrer dans la porte directement de l'e-sport. Par contre, effectivement, on organisait des tournois avant que l'e-sport existe. Et puis, c'est aussi des fois l'aspect fun des tournois qui nous plaît plus que l'aspect compétitif en tant que tel. Par contre, on a quand même, pendant plusieurs années, on a organisé la Swiss Nintendo League, qui était la ligue c'était hyper cool. C'était la ligue officielle Nintendo pendant plusieurs années, où on a fait des événements dans la Suisse entière, donc Suisse romande et Suisse alémanique, où on a organisé c'est vraiment à mon avis la première vraie ligue e-sport, même si on ne devait pas appeler ça e-sport, mais ça restait une appellation officielle, quoi. Il y avait des tournois sur Mario Kart, sur Smash Bros principalement. J'allais dire, j'ai fait un tournoi comme ça Mario Kart il y a quelques années. Ouais. Du coup, c'est marrant. Ouais, mais c'est bien possible, parce que moi j'ai trouvé que c'était une aventure qui était géniale, parce que on a vu des joueurs qui se déplaçaient dans la Suisse entière. Et tu vois qu'en fait, il n'y a pas de Rösti-Graben. Tout le monde passe. Les joueurs sont d'accord de traverser la Suisse pour venir des fois dans des coins paumés pour disputer un tournoi. Puis après, on avait un système de ranking avec des points. Puis tu pouvais voir, il y avait un classement en ligne. Puis après, il avait la grande finale suisse, où là, on a des photos avec les trophées. C'était vraiment hyper cool. C'est des super bons souvenirs. C'est vrai que en plus, la communauté était vraiment bienveillante, vraiment au taquet, était vraiment très reconnaissante d'avoir pouvoir participer à un tel événement. Ça, d'avoir enfin une scène un peu compétitive de jeux Nintendo. Il faut bien rappeler qu'actuellement, Super Smash Bros, c'est quelque chose qui cartonne, à fond. qui est extrêmement technique et qui n'est pas du tout accessible en fait. Non, c'est le Nintendo gros piège. vend ça comme jeu familial, pas du tout. Rien du tout. Je pense que c'est le pire marketing de jeu que je connaisse. Rien à voir. Oui, c'est pour la famille, mais pas du tout en fait. Pas du tout, non. Pour le coup, c'est super difficile en fait à prendre vraiment. Mais je crois que j'ai aussi participé à un tournoi, j'en ai fait un à Berne. Ouais. À Westside, à Berne, pas Berne Expo, mais. Ouais, Berne Expo, oui. Berne Expo, Je crois que c'était au pâté de Berne, Westside, un truc comme ça, un cinéma pâté. Berne Expo, on en a organisé un. Ouais. Westside, je ne me rappelle plus. C'était le cinéma pâté de. Oui, l'endroit, je vois. L'endroit. Oui, c'était là-bas que j'ai fait un tournoi. J'ai un doute, mais peut-être. C'est possible, je sais pas, mais j'avais pu participer. C'est vrai que c'était quand même cool de jouer dans un cinéma à Mario Kart. C'est cool. Il y a quelque chose, c'est quand même chouette. Oh, nostalgie, vous voulez pas refaire ce genre de truc? Ou tournoi Tekken. Ah oui. Mais les anciens. Ouais, ça c'était cool. Ça, on pas les new je me souviens quand on avait fait Tekken dans cette boutique à Lausanne là. C'était pas Logan, non pas Logan. Non, ça avait. Je sais plus. Je sais plus le nom, c'est je pense le premier événement auquel qu'on avait participé en tant qu'organisateur, dont je me rappelle. Donc, oui. Vous avez fait dans un magasin à Lausanne? Oui, un magasin de jeux qui était vers Maupas. Vers la rue du Maupas. Vers la rue du Maupas. Mais je sais plus le nom. Je sais pas s'il existe encore. Non, il l'a fermé. C'est un salon de coiffure maintenant. Mince. En plus, les personnages de Tekken ont toujours des coupes de cheveux. Tu vois, Tekken, le gel, tout ça. Si tu nous entends. Le proprio était hyper sympa. C'est très oui. sympa, cool. Oui. Mais c'est vrai que en fait, tu demandais est-ce qu'on a envie de refaire ce genre d'événement. Oui, mais on se rend compte aussi que ça. Bon, alors il y a la pandémie, c'est une chose. Mais bon, voilà. En parenthèse, ça. Oui. Mais qui rend quand même les choses un peu difficiles, c'est que il y avait avant cette bienveillance de toujours être à l'affût, faire ce genre de choses. Et puis maintenant, il y a un peu déjà, il y a une grosse concurrence des associations qui ont envie de faire ce genre de choses, ce qui est plutôt simple, parce que c'est bien qu'il y ait d'autres événements. Ça bouge, Exactement. Mais là, je me rends compte que c'est quand même plus compliqué qu'avant. Et je pense qu'on va essayer de refaire des événements. On participe à des gros événements comme notamment Japan Impact, auquel on a essayé à chaque fois de donner un coup de main. Mais on n'a rien de tel de prévu pour le moment. Effectivement, il y a Japan Impact en février. Oui. Mais moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a une attente qui est différente aujourd'hui sur ce genre d'événements. Qu'avant, justement, tu débarquais, tu dis tiens, il y a un tournoi Mario Kart, j'y vais, j'ai mon niveau ou pas. Puis voilà. Dès qu'aujourd'hui, quand tu parles de tournoi jeux vidéo, forcément, tu as l'e-sport qui plane quelque part. Puis que les gens arrivent aussi avec une attente qui est différente. Et puis qu'il y a une exigence aussi qui est différente. Donc c'est très bien. Puis on l'a vu, nous, on aime bien être carré, mais c'est vrai que ça demande aussi une autre ambiance, quoi. Est-ce que par hasard, c'est parce qu'avant, on avait moins d'accès
à tout ça. Ouais, je pense. Peut-être. Et puis que maintenant, tellement l'accès est facile, au fait, tu as des portables partout, tu as tout partout, tu les as même maintenant sur téléphone. En tant qu'app, le Mario Kart, je trouve un peu bizarre et dommage. Ouais, clairement. Ça te perd le truc et du coup, tu es trop axé sur le fait de vouloir performer, en parenthèse, je suis que de d'accord avec t'amuser. Ouais, mais exactement. Mais je pense que c'est vrai. Je crois que c'est un bon résumé. C'est vraiment cette notion que quand on a réalisé les tournois, il y avait pas, au tout début, il n'y avait pas de réelle grosse différence de niveau. Il y avait tout le monde qui était là vraiment pour jouer. Personne qui s'était particulièrement entraîné avant. Ils découvraient les cartes presque sur le moment. Et puis c'est vrai que ça avait un charme qui était différent. C'était, tout le monde était là pour passer un bon moment. Et puis le meilleur gagnait. Mais en plus... Mais il n'y avait pas cette compétition où ils étaient entraînés, qu'ils avaient joué des heures dessus. Et puis, du coup, c'est plus vraiment notre... Moi, je drop une petite idée par là. Un tournoi à Snake. Oh. Juste pour le bad. Je pense avec des 33 disques connectés. Ouais. Connecté comme ça, avec des snakes. Et puis, en fait, tu as plusieurs personnes sur le même écran et tu dois essayer de ne pas toucher ton adversaire et puis de devenir plus en... On peut te recontacter pour organiser. Volontiers. Okay, je note. Je repais pour ce genre de truc. Je sais plus, il y a une version avec plusieurs serpentes sur l'écran. Je sais plus, c'est Agario. Agario. Oui. Agario, oui. Ouais, c'est des grosses boules. Ouais. Mais il y a aussi une version avec... il y a Snake.io, je crois. Ah ouais, ça doit être Snake.io. Voilà. Vraiment... Et puis là, vraiment, effectivement, il y a cette notion où tu peux essayer d'enfermer les autres, puis ça te fait grandir, et puis plus les serpents sont longs, et je pense que ton idée est bonne, mais elle existe plus ou moins déjà. Ça, c'est la fameuse bulle universelle qui me... À chaque fois que tu as l'impression d'avoir une idée de fou, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait quelque part. Là, à part ça, dans le chat, on fait aussi la remarque pour propos des tournois. Que il y a aussi le cash price qui a changé la donne. Ouais, clair. Oui, maintenant qu'il y a disons qu'il y a de l'argent en jeu, la plupart du temps, même c'est des petites sommes, bah, ça crée une compétitivité qui est... qui, à mon sens, c'est devenu un peu malsaine, mais comme tous les jeux compétitifs, comme dans tous les sports compétitifs aussi au final. Mais c'est vrai que c'est pas les mêmes enjeux. Si tu es un e-sportif puis que tu as envie de développer ça, tu as envie de faire une carrière là-dedans et que du coup, tu vas, entre guillemets, pas perdre ton temps avec des tournois qui te rapportent rien, que ce soit au niveau financier, mais aussi au niveau compétitif. Il faut que tu t'affrontes des gens qui aient le même niveau pour que tu puisses t'entraîner. Donc effectivement, ça crée une pression qui est différente aussi de se dire, est-ce que je m'investis dans ce tournoi-là ? Ah non, il n'y a pas de cash prize, du coup je viens pas. Mais voilà, moi je reste quand même persuadé qu'il y a quand même des joueurs qui viennent aussi pour le fun. Oui, bien sûr. Pour moi, ce serait ultra triste que... Ça dépend des jeux, je dirais. Je sais pas si vous avez déjà vu un tournoi de Rainbow Six Siege pour la tension qu'il y a dans... Mais c'est clair, c'est clair. C'est souvent les jeux d'équipe. C'est vrai que maintenant ça crée des tensions, mais bon. Voilà, c'est comme ça malheureusement. Après, je vous cache pas qu'on va peut-être accueillir quelqu'un du e-sport sur le plateau. Donc ne grillons pas toutes les cartes tout de suite. Pour notre ligne éditoriale, c'est quand même plus pratique. Non, mais pour moi, l'e-sport n'est pas une mauvaise chose, que ce soit juste pour clarifier. Moi, je suis convaincu que l'e-sport, c'est une pratique qui devrait être beaucoup plus encouragée en Suisse, beaucoup plus encadrée, parce que pour le moment, c'est un peu le folklore, tout le monde y va un peu de sa bonne volonté, et qu'il y a énormément de choses à faire. Et actuellement, j'ai toujours un peu l'impression qu'on essaie de mettre la charrue avant les bœufs, et qu'avant de pouvoir vraiment faire de l'e-sport de manière compétitive, il faut qu'on ait des structures capables d'encadrer. Déjà, Eh ben, vous me faites un pont d'or en parlant de charrue avant les bœufs, parce que quand c'est l'heure, c'est l'heure. Bienvenue sur Redline Radio. La radio qui prend soin de vos oreilles. Bienvenue sur Redline Radio, il est pile poil 21h. T'écoutes Redline Radio. Redlineradio.ch. Redlineradio.ch. Écouteurs branchés, enceinte connectée, radio allumée. Redline Radio. Redline Radio. Citadel, l'émission gaming et technologie de Redline Radio. Redline Radio. On revient en plein vol. Je t'ai coupé la parole, c'est ça ? Pas du tout, pas du tout. En plein vol, comme le petit. Voilà, donc on est de nouveau et encore avec nos invités, naturellement avec Munchkin, Alex et Andrea qui sont toujours là aussi. Ils font tout en backup, mais si vous n'étiez pas là, on ne serait pas là non plus. Non. Donc on continue avec nos invités, Nils et...
La honte. Stéphane, j'ai failli dire Sébastien. Non, tu sais Sébastien, quoi justement. Mais... Non, mais arrête. J'ai failli dire Sébastien et j'ai eu un blop comme ça. Je me suis dit non, faut pas que je dise ça. Excuse-moi, vraiment. Non, mais je comprends que tu m'en veux. J'ai précédemment dit qu'elle est apparemment fan de Assassin's Creed Valhalla. Il va me tailler, c'est bon. Tout à l'heure que ce jeu n'était pas du tout la meilleure licence qu'ait fait Ubisoft. Enfin, que cet épisode n'était pas le meilleur de la licence. Et en plus, pire que ça, elle m'a dit que Odyssey, c'était celui qu'elle avait le moins aimé. Et je tombais des nues. Savais-tu que... As-tu regardé notre dernière émission ou pas? Est-ce que tu as été regarder le mini-film qu'ils ont fait quand même sur assez... Oui. Ok. Oui, ça aussi, c'est dans le même concept. Tu te dis bof, c'est pas trop bien. Non, là en l'occurrence avec les cascadeurs et tout, c'était assez impressionnant. Mais c'est comme ça que j'ai su que tu étais fan de Valhalla. C'est comme ça que j'ai compris que tu étais fan de Valhalla et que j'ai essayé depuis j'essaie de comprendre pourquoi. Non, il faut laisser le truc quand même au caractère artiste et tous ceux qui ont fait du digital paint et tout le tralala qu'il y a derrière. Ils ont fait quand même un boulot incroyable. Puis malgré ça, Odyssey... je trouve quand même moins bon que Valhalla. Ça vient de tous les côtés. Mais du coup, faisons à part ça. La fin de cette parenthèse. Ça va devenir une guerre, sinon on pourra rester pendant des heures à débattre. Ça va être le running gag de tous les épisodes. Grave. J'aurais aimé avoir votre avis là-dessus. Mais... Et vous, quel est votre épisode préféré de Assassin's Creed? Je me demande. Alors, personnellement, j'ai énormément aimé Brotherhood. Quand j'ai découvert pouvoir gérer une guilde d'assassins, je trouvais ça fantastique et vraiment très très chouette. Et voilà, c'était vraiment mon épisode préféré. J'ai beaucoup aimé la trilogie en fait d'Ezio Auditore. Et après, pour moi, ils ont vraiment perdu cette fibre d'écriture. Elle s'est perdue. Puis je crois qu'en fait, ils ont littéralement changé de directeur. Direction artistique, elle a un peu mais je crois que le scénariste, il a Mhm. changé justement à partir de la fin d'Ezio Auditore. Puis je crois que ça s'est Ça s'est ressenti. Ok. Est-ce que vous savez d'où vient le logo, cher geek? d'Assassin's Creed. Ça, je Oui. sais. Ah, Nils, tu dois savoir. Je Nils, cherche si c'est aide-moi. le A Gaming de Federation est ici. Altaïr. Non. Le credo. Non, je sais plus. Non, alors tout simplement, le logo de Assassin's Creed est la tête d'un aigle vue depuis le dessous. D'où le fait qu'on a Littéralement, toujours justement Le notre... saut de la foi. Un crâne d'aigle. Un Je sais que crâne les d'aigle. éditeurs peuvent pas le voir actuellement, mais c'est littéralement le Je- crâne je- d'un je- aigle je- vu d'en dessous. On pouvait taper sur Google. Génial. Je suis content d'être venu. C'est le Je dessous savais du pas du bec. tout. C'est génial. Ouais, c'est assez impressionnant. chouette. J'avais jamais entendu ça non plus. Voilà, bah, vous Trop bien. Vous coucherez moins bête ce soir. Clairement. Yes. Mais du coup, Nils, tu voulais nous parler d'un projet. Oui, en fait, plus, donc on a cette chaîne, cette web TV Pwned qu'on a créée depuis une année maintenant. Et on a une émission que j'aime bien mettre en avant qui s'appelle Checkpoint. Et tous les derniers mercredis du mois, à 20h30, on fait un live dans lequel on répond aux questions des parents. Donc on prend un jeu, Ok. on décrypte le jeu, on a fait Brawl Stars la dernière fois, et puis en bien, fait on hein, explique qu'est-ce qui est bien dans ce jeu et qu'est-ce qui est moins bien pour les enfants, par exemple à quoi il faut faire attention, puis on prend les questions de tous les parents. Donc ça peut être les questions sur le jeu qu'on décrypte, mais ça peut aussi être n'importe quel type de questions. Et il n'y a pas de questions bêtes, c'est vraiment ouvert à tout le monde, il suffit évidemment de se connecter dans le chat et puis de balancer les questions. Si jamais toutes les infos sont sur gamingfederation.ch, on a un onglet qui s'appelle Infos parents. Et puis là, on a aussi répertorié 10 questions que les parents se posent régulièrement, puis on donne des réponses courtes. Mais voilà, chaque dernier mercredi du mois, on est à disposition pour répondre à toutes les questions des parents. Puis on a des questions qui sont des fois assez surprenantes, des fois c'est assez basique, mais des fois c'est un peu plus pointu. Puis vraiment on voit que ça marche assez bien dans le sens où on a beaucoup de questions. Donc sachez qu'on est à disposition. Ok. Est-ce que tu aurais une question surprenante ou bien Ouais, une question qui justement. revient assez souvent Quelques-unes. Ouais. Ouais, alors la question qui revient à chaque fois c'est combien d'heures j'ai le droit de mettre mon enfant devant le jeu. Ah, Ouais. Oui, Et je peux comprendre. ouais. C'est mais en vrai fait, que c'est difficile de il y a- gérer le temps de jeu d'un Voilà. enfant, tu vois. Ça dépend où. ouais. Par exemple, en Chine, ils ont réglé cette question. C'est clair.
Ça m'étonne même pas. Je sais pas pourquoi ils doivent avoir une sorte de réveil dans le siège. Hein, ouais, je crois qu'ils peuvent savoir qui est devant l'écran et que si c'est un enfant, il a le droit à un certain nombre d'heures de jeux vidéo, une heure limite. Dire autre chose. Non. Et puis il coupe. C'est une façon de voir la politique des jeux vidéo. Mais du coup, c'est quoi la réponse concrètement à cette question? Alors en fait, ça dépend. En fait, la réponse, c'est que ça n'a pas de sens justement d'essayer de minuter le temps que tu passes devant un jeu. C'est plutôt de savoir à quel moment tu peux y jouer ou pas. Et que si tu as fait tout ce que tu devais faire dans ta journée, enfin plutôt si l'enfant a fait tout ce qu'il devait faire dans sa journée, et qu'il lui reste 2 heures de temps, et forcément si c'est 2 heures c'est du temps, mais bref, s'il lui reste 2 heures, il peut y jouer, c'est pas grave, parce qu'il y a beaucoup de parents qui s'inquiètent en disant ça fait déjà 2 heures qu'il est devant l'écran. Mais tu fais 2 heures de Mario Kart, c'est pas la même chose que 2 heures de Fortnite, c'est pas la même chose que 2 heures de Brawl Stars ou d'Assassin's Creed. D'ailleurs, si t'es un enfant, tu devrais pas jouer à Assassin's Creed. Voilà, exactement. Et surtout pas Assassin's Creed Valhalla, le bus. Ouais. Ben voilà, c'est pour ça que le temps n'est pas le point qui devrait le plus nous préoccuper. Donc, c'est plutôt au cas par cas, en fonction des enfants, en fonction des jeux, etc. Je me dis que c'est une règle qu'il faudrait aussi appliquer aux adultes. Je suis en train de me demander pour Days comment il faudrait faire dans ce cas-là. Ouais. Quoi? Days. Ouais. Le jeu, tu dis? Parce que c'est des parties longues, du coup. Ouais. Bah en fait, tu peux pas sauvegarder. Bah justement, ouais. Donc si tu meurs, t'es mort. Mais et tu vois, ça, quand t'es adulte et que t'es joueur, tu peux le comprendre, tu peux le conceptualiser, mais un enfant ou un ado même, c'est compliqué. Ouais. Puis de se dire, aujourd'hui, je trouve les jeux vidéo créent un peu cette illusion que tu peux jouer quand tu veux. Tu vois, comme tu disais avant, tu as ta tablette, tu as ton smartphone, tu as une console, tu peux jouer quand tu veux, comme tu veux. Puis ça donne l'impression que en fait, tu te connectes, il y aura toujours quelqu'un avec qui jouer. Oui. Mais en fait, c'est toute une organisation que nous, on a appris progressivement en devenant adulte. En fait, jouer à un jeu vidéo, ça prend du temps. C'est hyper chronophage. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais si j'ai qu'une heure devant moi, est-ce que je me lance vraiment dans un Assassin's Creed ou un Witcher? Parce que tu sais que tu n'auras pas le temps d'en profiter. Ouais, j'allais dire bêtement, une partie de League of Legends, par exemple, voilà. C'est souvent du 20-30 minutes, 40 minutes, puis en fait, tu as fait qu'une partie. C'est à fond. Puis t'es genre super, est-ce que j'ai vraiment là maintenant 2 heures devant moi pour me lancer une partie d'un jeu? Ouais. C'est clair. T'es obligé de te dire, en fait, j'ai ma soirée devant moi, je peux jouer à League of Legends sans problème. Ouais, c'est ça. Ou alors tu dois te dire, ok, je me suis fait rouler dessus au bout de 20 minutes, ben tant pis. C'est pas facile. Ouais, puis là c'est pas facile. Non, ouais. pas facile. Enfin, moi ça m'arrive souvent. Donc, tu as dû t'y habituer. Ouais, c'est ça, tu t'y fais. Mais au niveau des... Bon, d'accord, vous avez beaucoup de questions du coup qui viennent, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même un réel intérêt de la part des parents. Ça se voit, ça se sent. Ouais. Et puis du coup, vous avez quand même est-ce que vous avez reçu des retours, vraiment un remerciement de la part des parents? Est-ce que vous sentez que vous aidez vraiment dans la... Oui, on a reçu des fois des réactions le mois d'après de parents qui nous ont dit j'avais posé la question la dernière fois et puis merci, ça m'a bien aidé. Puis, ce qu'il faut savoir peut-être, c'est que ces émissions sur les sujets qu'on traite, par exemple la dernière qu'on a faite sur Brawl Stars, elles sont disponibles en replay sur notre site. Et du coup, effectivement, des fois, si certaines questions sur un jeu en particulier, c'est toujours possible d'aller regarder et puis de voir s'il y a certaines questions bien particulières qu'on n'aurait pas traitées. En l'occurrence, Brawl Stars, je pense qu'on a assez bien fait le tour, donc ça pourrait être un bon exemple. Et c'est toujours intéressant. On a longtemps eu cette envie, et on le fait tout le temps, de travailler avec les parents pour les aider à comprendre comment ça se déroule. Et la partie prévention, c'est vraiment une partie intégrante de Gaming Federation. Et du coup, cette idée qu'il y a un adulte qui ne joue pas aux jeux vidéo ne peut pas tout savoir et qu'il a besoin de communiquer, d'un peu apprendre et de faire ce lien avec son enfant pour connaître les choses, il est des fois pas évident. Et du coup, c'est vrai qu'on peut un peu aider. On peut un peu aider à dire, écoutez votre enfant, regardez avec vous, demandez-lui de vous montrer ce à quoi il joue, de vous l'expliquer, etc. Et d'essayer de créer ce lien. Et on essaye toujours de faire ça, de faire ce lien parent-enfant qui n'est pas tout le temps évident. Et une autre chose qui était un projet qui nous tenait pas mal à cœur, on était sur un projet de bande dessinée sur la prévention, et puis c'était un bon moyen d'illustrer les différentes problématiques que peuvent rencontrer les parents. Et puis c'est vrai qu'on essaye toujours d'être actif là-dedans, et aussi la promotion de jeux vidéo passe aussi par un jeu vidéo qui se veut responsable à quelque part. Et c'est vraiment un créneau qu'on essaye de toujours garder en tête. C'est on joue, mais on essaye de le faire sans excès.
Et c'est pas tout le temps facile, comme il a dit. On le connaît bien, la partie de League of Legends qui dure trop longtemps et on finit par perdre. Du coup, on a envie d'en relancer une, mais en fait, on n'a pas le temps. En fait, c'est déjà 2h du matin. Même nous qui sommes sensibilisés à ça, ça nous arrive des fois de se laisser déborder. Et c'est vrai que de prendre compte, de faire attention à ça et de se dire, OK, maintenant, il y a une heure limite. Je sais à partir de quelle heure, si je me couche plus tard, je ne vais pas être productif demain au travail ou je ne vais rien retenir au cours. Il faut que je me sache, il faut apprendre à savoir se mettre des limites. Et dans les jeux vidéo, c'est pas facile parce que souvent, en plus, maintenant, on voit même pas le temps défiler. Même dans le jeu, on voit pas le temps. Et ça, c'est vrai que c'est des choses des fois qui sont difficiles. Après, justement, c'est ce que, j'imagine que nous, en tant que gamers, on a éventuellement une certaine facilité ou une certaine conscience derrière les jeux vidéo qu'on mettrait, imaginons, à disposition de nos futurs enfants, nos enfants. Et c'est vrai que maintenant, quand je pense à la génération de parents actuels, ça ne va pas être facile, surtout avec une technologie qui accélère, même si maintenant, je pense qu'ils sont aussi assez au courant de ce qui se passe. C'est quand même, si tu n'es pas joueur de jeux vidéo, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, que tu ne connais pas. À fond. Et c'est vrai que pour le coup, c'est une super belle initiative, c'est pas bête du tout. Et comme vous dites, si vous avez en plus ça quelque part stocké à un endroit et que les gens peuvent aller rapidement, disons facilement trouver des réponses à leurs questions, surtout pour des jeux, disons, que tous les enfants joueraient, comme Fortnite, Brawl Stars et compagnie, c'est vrai que c'est totalement pertinent. Mais tu vois, je trouve que c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les jeux qui t'ont marqué et puis avec lesquels tu commences, quelque part, moi je trouve un peu triste qu'aujourd'hui tu aies des enfants qui entrent dans l'univers génial des jeux vidéo par la porte de tiens, un attel, débrouille-toi, mets n'importe quel jeu, puis t'as pas cet échange. Stéphane et moi, on l'a vécu avec nos pères respectifs qui ont joué avec nous, puis ça nous a laissé des souvenirs géniaux. Là, t'as pas cet aspect, on joue ensemble. C'est juste, tiens, en fait, débrouille-toi. Oui, on t'a acheté une Switch à Noël, débrouille, quoi. On sait pas ce que c'est, mais on sait que tu voulais. Donc exactement. Mais il y a aussi c'est bien un dit. truc, c'est l'aspect je fais ce que je veux avec mon perso, qui ressemble vraiment presque à un humain, parce que t'as vraiment l'impression de jouer avec une personne physique, tandis qu'à l'époque, avec tous les pixels, tu te rendais compte que déjà Tomb Raider, pour sauter sur un autre élément, quelle horreur. Donc t'essayais, tu restais bloqué contre le mur comme ça. Mais maintenant, en fait, c'est plus possible. Tu arrives à faire tellement de choses. Dans les open world, tu crées du feu, tu vas couper ton bois, machin. En fait, c'est comme si tu remplaçais ta vie dans un écran, en fait. On pourrait presque dire ça. En tout cas, il y a toujours un truc intéressant à faire. C'est ce qui fait qu'un jeu est bien construit. Un open world efficace, c'est un open world où tu dis tiens, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Puis quand tu arrives là-bas, il y a un truc. C'est ce que Breath of the Wild fait super bien. C'est-à-dire chaque fois, tu dis tiens, je suis sûr qu'il y a un Korogu là-bas et tu y vas, il y en a un. Les 3 arbres avec les pommes. Voilà, exactement. Ça pue, en haut de cette colline, vas-y. Et du coup, tu y vas, tu vois. Et en fait, ça te montre comment le jeu est bien construit. Mais en même temps, c'est hyper frustrant de dire je m'arrête là. Ok, je suis arrivé au pied des 3 arbres avec les pommes, mais là-bas il y a une colline. Mais il y a le volcan là-bas. De se dire non, mais je m'arrête là. Donc c'est effectivement il faut que l'open world il soit suffisamment aussi bien construit pour que tu aies envie d'y jouer, parce que sinon tu t'enchaînes des heures. Et c'est ce que un peu je reproche dans les derniers jeux Ubisoft de manière générale. C'est pas faux. C'est marrant en fait parce que tu dises ça me donne envie de parler justement des jeux qui sont pas bien faits, mais qui font continuer à jouer. Et ça, c'est vraiment tout ce pendant de tous ces jeux qui te rappellent, qui disent allez, viens jouer, viens débloquer ce coffre, viens faire cette quête journalière, viens faire cette quête hebdomadaire, et que t'es là, en fait, j'ai pas de plaisir à jouwer, mais je le fais parce que par habitude. Et ça, c'est pour moi, et je pense que tu partages mon avis, et probablement toi aussi, Munchkin, je sais pas si toi aussi, c'est ces jeux où finalement, on n'y joue pas par plaisir de jouer, on y joue parce qu'il y a des objectifs qui nous rappellent, donc des quêtes hebdomadaires, des quêtes journalières, etc. Et au final, on le fait, c'est assez linéaire, c'est toujours la même chose, mais on a envie de débloquer des choses. Et ça, je trouve que c'est un peu le pendant que j'aimerais pas voir dans les jeux du futur. Qu'on va sûrement voir. Malheureusement, malheureusement, c'est ce qui se vend et c'est ce qui marche. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus facile de faire ça, de faire un bon jeu comme Breath of the Wild où ils ont pensé au truc que nous on voit et on se dit trop bien. Et les autres, ils ont juste besoin de te faire revenir et acheter des trucs. Voilà. Ça, c'est toute la tristesse. Moi, après, j'avoue que j'ai souvent l'impression qu'il y a cet aspect qui est rentré en jeu, qui est plus on fait du jeu pour faire de l'argent. Et ça, maintenant, malheureusement, tous les jeux qui sortent, c'est l'impression que j'ai, mais je crois qu'on doit être assez proche de la réalité, c'est vraiment on crée un jeu dans le but de le
voilà, on crée un concept qui est relativement facile, qui est accessible à tout le monde. Et derrière, on va créer des choses en plus, les DLC, des packs, des tournois. Et en fait, finalement, typiquement, moi qui suis un grand fan de jeux d'aventure, moi je joue jamais, voire presque jamais à des jeux multijoueurs. Parce que j'ai pas intérêt en fait. J'aime tellement suivre des aventures et vivre des choses. Pour moi, c'est un film interactif, le jeu vidéo. C'est ce qui se perd, à mon avis, dans les jeux, disons un peu plus à aspect compétitif, mais c'est aussi ce qui marche le mieux. Quand on regarde tous les Call of, comme le Call of qui est beaucoup trop vieux, mais qui continue à cartonner à chaque sortie, et Battlefield qui est à côté aussi, FIFA qui pour moi est juste un recyclage constant et ça continue quand même à marcher. Parce que c'est des jeux qui sont aussi faciles à jouer, qui se jouent une partie en très peu de temps. Et qui, au final, voilà. Mais d'où l'importance, ça fait partie des conseils qu'on donne aussi régulièrement aux parents, c'est intéressez-vous à d'autres jeux que les AAA qui sortent, parce qu'il y en a des très bons, hein, mais de manière générale, comme tu l'as très bien dit, c'est des concepts qui sont recyclés, puis qu'aujourd'hui, dans les AA, ou voire même dans les jeux indés, ceux dont tu parlais en introduction, tu as des choses tu as plus de prise de risque, tu as des choses plus intéressantes, et ne jamais précommander un jeu. Jamais. Parce que si tu mais par exemple, Cyberpunk, c'est un bon exemple. Mais en fait, prends Far Cry 6 qui vient de sortir. Il s'est fait déglinguer à la sortie. Tout le monde a dit en fait, super, c'est Far Cry 5. Oui, alors sans blague, c'est Far Cry, il fallait pas s'attendre à autre chose. Mais il a tellement été précommandé qu'en fait, il s'en fiche. Il est déjà rentabilisé avant même qu'il sorte. Donc pourquoi il changerait la recette ? Donc il faut jamais précommander un jeu, jamais. C'est pas grave si vous y jouez un mois plus tard. En fait, le jeu il sera toujours cool. Des fois, il sera même encore mieux. Il y a Far Cry, celui qui se passe à la préhistoire. Primal, merci. Il a tellement été patché que c'est plus le même jeu. Maintenant, si tu y joues par rapport à la sortie, il y a plein de trucs qui ont changé. C'est hallucinant. Moi j'avais adoré celui-là d'ailleurs. Ils ont rajouté plein de trucs après qui font que Rallume-le. Du coup, tu vois. Et en fait, moi le principe de la hype, c'est un truc qui m'énerve. Alors là, je fais toujours un peu mon vieux con, mais c'est pas grave, j'assume. Mais le principe de la hype, c'est un truc qui m'énerve parce que tout le monde parle d'un jeu, il sort, puis après on n'en parle plus. Puis si tu y joues un mois plus tard, t'es plus dans le coup. Mais en fait, on s'en fout. Joue à des jeux, même si c'est des vieux jeux, des jeux d'une année plus tard, tu peux y jouer, c'est toujours bien. Attends, c'est pas grave, tu l'as pas le day one, on s'en fout. Clairement. L'idée en fait que les jeux c'est des œuvres à part entière et qu'ils seront bien à n'importe quel moment. Gladiator, ce film, tu peux le voir même 10 ans plus tard, tu trouveras toujours qu'il est incroyable. Et les jeux de société, les jeux de société aussi, j'adore les jeux de société. Les jeux vidéo aussi, il y a des jeux, tu pourras y jouer à n'importe quel moment et tu auras du plaisir. Et c'est vrai que souvent, d'être le premier à y jouer, la seule chose que ça te laisse comme goût, c'est d'être un bêta-testeur payant. Et franchement, de payer pour corriger ou pour subir, c'est vraiment pas le seul, pour subir ce genre de choses, je trouve des fois un peu dommage. Effectivement, t'es un vieux con. Merci. Ça sortait du cœur. Mais je suis tellement d'accord avec toi. Du coup, moi aussi, je crois un peu. Très bien, c'est hyper intéressant vous entendre parler du jeu vidéo. Vous êtes des passionnés, c'est merveilleux. Parce que j'ai été complètement bluffé par cette histoire effectivement de réponse entre les questions de parents, parce que maintenant on commence à être des parents un petit peu tous, donc c'est extrêmement intéressant. Où est-ce que, si jamais c'est l'instant promo, où est-ce qu'on peut justement trouver ces podcasts ? Alors, si tu vas sur gamingfederation.ch, il y a les liens de toutes les anciennes émissions, mais aussi les réponses aux questions. Et puis, il y a aussi les agendas de nos prochains événements. Donc, gamingfederation.ch et puis tous les réseaux sociaux classiques. Sous Gaming Federation. Voilà, exactement. Très bien. Vous avez des très jolis t-shirts, en tout cas. Merci. Je tenais à vous le dire. Merci. On arrive gentiment au bout de cette émission qui était juste incroyable. Merci, messieurs. Vous revenez naturellement quand vous voulez. Vous êtes ici à la maison. Pour toutes les personnes qui n'auraient pas pu assister à cette émission en direct, nous aussi, on en a des podcasts. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos émissions sur la page Facebook de la radio, notre site internet www.redlineradio.ch ainsi que notre chaîne YouTube. On vous invite naturellement tous et toutes à liker nos pages, nous suivre sur Instagram ainsi que vous abonner sur notre chaîne YouTube. Les Suisses